Merci à tous et à toutes d'être présentes. Et j'espère que la digestion ne va pas être trop lourde avec ce que je vais vous exposer d'ici quelques temps. Alors on va faire un peu connaissance, je vais me présenter, c'est quand même le minimum et la moindre des choses que je puisse faire. Donc mon nom c'est Xavier Queneau, donc je suis directeur de la technologie chez Exoe. Je vois que l'image sautille un peu mais ça devrait se stabiliser. Et cofondateur de la société GetCas. Donc nous on est spécialisé dans la réalisation d'architecture cloud auprès de différentes tailles d'entreprises. On va les accompagner dans leurs projets, que ce soit au niveau de la réalisation des architectures, au sein des fournisseurs cloud, mais aussi derrière on va les aider dans la conduite de projet et on va faire aussi de la formation. Donc ça c'est notre activité. Et suite à notre expérience entrepreneuriale et avec les différents clients que nous avons eus, on a décidé de développer une technologie au travers d'une plateforme SaaS qui s'appelle Exoe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors pourquoi il y a l'image à côté? Vous vous posez peut-être la question. C'est parce qu'en fait je viens de Lozère. Et ça c'est la belle ville de Mende que vous pouvez voir là. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'à 2 heures de Montpellier, vous avez ce genre de paysage-là. Et n'hésitez pas à venir. C'est très cosy, c'est très bien. Venez, venez. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que je viens d'ici, alors pas exactement dans ces maisons-là, mais dans cette ville-là. Et vous pourrez profiter de pas mal de choses. Alors il y a une question qu'on va se poser au cours du coup de cet échange, enfin du moins de ce talk, c'est eh bien pourquoi une image ça peut valoir 1000 mots. Alors pour ça, je vais vous présenter le petit sommaire. On va même parler avant l'événement important qui s'appelle le diagramme ASCODE. Je vais vous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste. Avec des concepts clés, on va présenter des outils, alors pas qu'un seul, hein, plusieurs. Et je vais vous faire une petite démo pour vous montrer en fin de compte qu'est-ce que l'on peut faire avec cette approche technologique qui peut être assez révolutionnaire. Alors, je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Bob. Donc Bob, c'est un peu le métier que nous on a. Hein. Voilà, il reçoit une demande d'un client qui dit bah voilà, on a un super projet, on veut déployer une application dans le cloud. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors ce que va faire Bob à son usage, il va commencer comme beaucoup d'ingénieurs par faire ça. Il va dire ok, j'ai pris note, j'ai dessiné, j'ai noté tout ce que vous m'avez dit. Donc Bob est très content, il est vraiment très fier de ça. Mais le problème de ça, c'est que il n'y a que Bob qui le comprend. Il n'y a que Bob qui le voit parce que c'est noté sur son petit bout de papier. Donc ça pose un petit problème, c'est que quand on travaille comme Bob en tant qu'architecte cloud, on a quand même besoin de valider son architecture auprès de d'autres gens. Et donc là, Bob, il se dit, ok, ça va être un peu compliqué. Mais bon, il se dit, allez, on va jouer le jeu. Donc il se dit, bon, ça, maintenant, je vais l'interpréter auprès d'un fournisseur cloud, parce que Bob aime bien l'aventure, puis il a surtout envie de répondre à l'attente de son client. Donc qu'est-ce que va faire Bob? Il va se dire, ah ouais, quand même pas mal de fichiers d'instructions à faire pour simplement la petite architecture de mon client. Donc il va commencer par faire ces petits fichiers. Et le problème de ces fichiers-là, c'est que c'est une jolie soupe. Voilà, vous avez des YAML pour tout. Vous avez des YAML pour faire du réseau, du YAML pour faire du Kubernetes, du YAML un peu partout. Alors ce qui est bien, c'est que c'est du YAML. Mais le YAML, ce n'est pas un langage de programmation, hein, c'est un langage de représentation de données dans des fichiers. Et ce qui fait que du coup, en fonction d'un projet, d'une solution, d'un outil, eh bien, vous allez devoir relire la documentation de comment on construit un fichier YAML. Alors, ça peut être intéressant, mais au bout d'un temps, on est humain, on finit par confondre un petit peu ce qui va dans l'un et ce qui va dans l'autre. Et Bob, ça lui arrive assez souvent. Autre point, c'est que Bob, en tant que cloud architecte, il a une obligation. Son patron lui a dit, écoute, tu as eu un super projet, mais c'est un projet qui va coûter de l'argent. Bon, va falloir estimer. Voilà, parce que tout projet dans le cloud, ça nécessite de l'argent. Surtout que dans le projet qu'il a reçu, c'est un projet où il y a un peu d'IA. Et puis l'IA, c'est pas très gratuit. Mais ça a aussi un autre inconvénient, c'est que c'est aussi un impact environnemental. C'est pas neutre. Ce genre de projets ne sont pas neutres. Il n'y a pas que l'IA d'ailleurs, mais ce genre de projets ne sont pas neutres. Et là, Bob, on lui dit, tu sais, c'est aussi important de prendre en compte cet aspect-là. Il sera intéressant que quand tu constitues ton architecture, en plus de faire tes fichiers de configuration, en plus de faire tes jolis dessins sur ton petit carnet, eh bien que tu ailles sur la calculatrice, que tu détermines le coût de chaque ressource,
et l'impact environnemental que ça peut avoir, parce que on est dans une ère où aujourd'hui, avoir conscience de ce que le numérique peut avoir comme impact dans l'environnement, eh bien, c'est quelque chose de très très important, parce que ça n'est pas du tout neutre. Bob, il dit, bon, ok, je vais faire tout ça. Et son boss lui dit, tu sais, t'es pas tout seul à travailler sur le projet, là, tu vas bientôt partir en vacances, donc tu vas écrire toute la documentation. Voilà. Donc Bob, il se dit, voilà, vive la bibliothèque d'écriture que je vais devoir faire. Donc ça, c'est vraiment le problème au quotidien que Bob peut avoir. Et malheureusement, pauvre Bob, il est parti en vacances, il n'a pas tout écrit, il est revenu, mais il a tout oublié. Voilà, comme beaucoup d'entre nous, hein, c'est normal, on a l'esprit ailleurs. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a tout oublié? Eh bien, c'est parce que c'est plus facile de se souvenir d'images que de le contenu de la 96e page d'un livre. Voilà, concrètement, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Et c'est pour ça qu'en fait, Bob, il a perdu ça. Donc la solution, ça va être l'importance du diagramme ASCODE. L'objectif, c'est de créer des images, des diagrammes, à partir du code que Bob, en fin de compte, a généré. Donc il a son fichier YAML, puis il se dit, ça pourrait être intéressant de le représenter, en fin de compte. Et ça va être la mission que Bob va se donner. Il va faire ça avec du diagramme ASCODE. Ce qui est intéressant, c'est que une image, ça se transmet assez facilement. Pas besoin de passer des heures, en fin de compte, pour expliquer chaque ligne d'un fichier. À partir simplement d'un coup d'œil, on va comprendre, en fin de compte, la structuration, la manière dont le fichier a été constitué. Et au-delà de ça, dont l'infrastructure a été faite. Et donc ça va permettre, grâce à cette approche, bien que des équipes puissent maintenir, comprendre ce qui a été réalisé et maintenir une documentation. Comme ça, si Bob il s'en va en vacances et qu'il a un de ses amis qui intervient sur son travail pour faire la continuité, eh bien, l'image lui permettra en fin de compte de savoir où est-ce qu'il en est. Et la documentation sera toujours bien maintenue. Et autre point, c'est que ça permet de maintenir la cohérence. Il est plus facile, au travers d'une image, de détecter un dysfonctionnement, parce que notre façon dont nos yeux sont faits, sont conçus pour qu'on voit les détails, que de paraffer et lire des contenus de lignes et de lignes pour essayer de déterminer si potentiellement il y a une petite erreur qui aurait été glissée. Donc même s'il y a des outils de lineage, ça n'empêche pas que des fois on est totalement incohérent dans la manière dont on a construit un fichier. Et là, c'est là où la représentation visuelle va être très importante. Donc, il y a cette technologie-là qui permet aujourd'hui, à partir d'instructions, à partir de contenus de fichiers, de réaliser des diagrammes. Alors les concepts qui sont sous-jacents, qui sont clés, qui ont permis en fin de compte de développer cette approche, hop là, ça va être les diagrammes. Alors quand on parle de diagrammes, souvent on va penser par exemple diagramme de Gantt, voilà, ou UML, diagramme de base de données. Et ça fait sens, c'est logique. Mais à quoi ça sert en fin de compte? Pourquoi est-ce qu'on a ça en tête? On sait très bien qu'en fin de compte, quand on planifie un projet, une simple feuille Excel, avec le listing des noms, des prénoms, des dates et autres, c'est pas très représentatif. On va pas par exemple voir si on est en train de surcharger quelqu'un, ou s'il y a un chevauchement dans la gestion de projet qui va se faire. Ou même, en termes de base de données, on va peut-être pas comprendre, si on lit seulement l'instruction en SQL, les interactions, ou même le modèle de données qu'il pourrait y avoir, ou les transactions. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des diagrammes. Les diagrammes, en fait, vont intervenir pour nous aider à comprendre de façon cohérente les modèles, les tendances, mais aussi la relation entre les données. Donc ça sert à ça. Ça sert à nous permettre d'avoir dans la tête un schéma mental de qu'est-ce que, en fin de compte, ça va faire, à quoi ça va servir, et quelles sont les actions, ou même la relation qu'il pourrait y avoir entre les différentes données. Parce que le fichier YAML, c'est la structuration de données. Voilà. Autre point, la technologie repose sur la notion d'infra-ASCODE. Donc c'est une notion qui vise à faire de l'automatisation à partir de fichiers, d'instructions. L'idée, c'est pas de faire court là-dessus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça va aider, en fin de compte, à éviter dans un état répétitif d'action. Ça va permettre d'automatiser. Ça va permettre, en fin de compte, de centraliser aussi l'information. Mais il faut quand même qu'elle soit bien maintenue. Donc il faut quand même que derrière, il y ait du monde, on soit tous en train de collaborer pour développer, en fin de compte, cette notion d'infra-ASCODE.
Donc en théorie, ça vise à faciliter la gestion de la configuration. Ça devrait simplifier notre vie. Ça devrait. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a une autre notion qui est clé, qui pour le coup est assez nouvelle, c'est le diagram driven engineering. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les grands détails côté scientifique, mais concrètement, ça vise à faire quoi? Eh bien, ça vise en fin de compte à modéliser via du contenu visuel, donc des diagrammes toujours, des données qui sont, elles, en temps réel, de façon automatisée. Donc cette approche-là, vous la retrouvez par exemple sous Miro. Quand vous utilisez Miro ou Figma ou autre, on va dessiner et on va pouvoir collaborer les uns avec les autres. Et ça va permettre de faire quoi? Eh bien, de faire vivre en fait son diagramme. Là, cette fois-ci, on va faire vivre quelque chose et on va pouvoir en fait transmettre une information. Et cette information va être beaucoup plus persistante. Mentalement, en fait, une image, on va pouvoir s'en souvenir sur plusieurs années, alors qu'un simple fichier de configuration, en quelques semaines, on peut avoir oublié l'objet, si ce n'est même le contenu de ce fichier-là. Donc c'est la force en fait de cette approche. Alors pourquoi c'est une des forces? Là c'est un petit peu plus, on va dire, métaphysique. L'avantage de cette approche, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle de la source de vérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'objectif, c'est de réduire l'impact entre ce qui se fait réellement en production, côté par exemple infrastructure, et ce qui est réellement documenté, pour être sûr qu'en fait on n'a pas de divergence. Donc on va créer ce qu'on appelle une source de vérité. L'image de l'allégorie de la caverne, hein, voilà, un petit monsieur qui présente une image et qui dit ça c'est la vérité. Et c'est un peu le même procédé. Aujourd'hui, c'est de dire, votre fichier de code, il est représenté sous cette forme-là. Et ça représente en fin de compte la vérité. La vérité de votre infrastructure, ou de ce que vous êtes en train de déployer. Ou de votre chaîne CI/CD. Ça, c'est la vérité. Et ça, c'est un point important, puisque du coup, on va pouvoir vraiment réduire de façon très drastique les problèmes dès la phase de conception. Et puis, dernier point, attention, ça peut faire mal aux yeux, la clarté. Voilà. Principe toujours de l'allégorie de la caverne. Hein. C'est beaucoup plus facile, hein, comme je l'ai dit juste avant. C'est plus facile pour nous de nous souvenir, par exemple, d'un film de 2 heures qui est rempli de plein d'images que d'un livre qu'on a lu pendant 2 semaines. On va se souvenir, en fait, du résumé du livre parce qu'on a cette capacité de, on va dire, séquencer les informations. Mais par contre, une image va vraiment nous marquer sur du très long terme. Et c'est ça, en fait, qu'on va, en fin de compte, mettre en avant dans cette approche. On va chercher de façon plus claire et beaucoup plus facile à solliciter la mémorisation. Et donc, de par cette mémorisation-là, on va jouer sur le collaboratif et le collectif. On ne sera pas tous tout seul à connaître le contenu de fichiers YAML. Et donc, de ce à quoi ça sert et de comment les faire évoluer. Alors, quelques outils. Alors, outils que vous connaissez sûrement, ou que vous avez déjà utilisés dans certains projets. Parce qu'on peut faire des diagrammes sur différents niveaux. Je ne ferai pas cours sur le diagramming parce que c'est vraiment quelque chose de très à part, ou même un talk dessus. Mais voilà, donc là on a par exemple une plateforme qui s'appelle Lucidchart, qui est spécialisée dans la représentation visuelle, que ce soit par exemple au niveau des architectures, au niveau des processus. Ça va permettre du coup de modéliser, ça va permettre de créer des boîtes, des annotations, de les partager. Mais comme tout outil, il y a des avantages et des inconvénients. Et certains inconvénients, des fois, peuvent être un petit peu plus lourds. Entre autres, l'avantage, ça va être le fait que ce soit vraiment une interface qui est fluide, c'est collaboratif, il y a beaucoup de modèles qui sont existants. Le problème, ça va être pour certains, ça va être le coût, la courbe d'apprentissage, parce que pour faire du Lucidchart, il faut être formé quand même sur, par exemple, de l'UML. Pour certains, ce n'est pas forcément leur tasse de thé. Sur d'autres procédés. Et des fois, c'est assez contraignant. Et puis, il y a quelques fonctionnalités, quand on fait de l'infrastructure, qui ne sont pas du tout présentes. Voilà, par exemple, je ne peux pas vérifier si mon dessin de mon architecture, je ne sais pas, chez Amazon, au niveau réseau, elle ne crée pas une brèche de sécurité. Ça, je ne peux pas le faire. Donc je peux tout à fait dessiner quelque chose qui est complètement faux, le lancer en production et m'apercevoir qu'en fin de compte, j'ai créé une brèche dans l'entreprise. Et ça, cet outil ne peut pas le détecter. Bon, il existe encore un autre outil,
Draw.io, qui est le plus connu, la plupart d'entre vous l'ont déjà utilisé, qui est vraiment intéressant parce que du coup, au-delà de sa gratuité, c'est qu'on peut vraiment modéliser beaucoup de choses. Mais là encore, il a son lot d'inconvénients. Des fonctionnalités limitées, par exemple, hormis exporter un fichier au format Draw.io ou image, admettons que vous avez envie de transformer votre schéma en un fichier Terraform, ça va être compliqué. Draw.io ne vous le permettra pas. Vous avez envie aussi derrière d'être dans un point de contrôle un petit peu plus avancé. Dans certains cas, Draw.io ne pourra pas non plus y répondre. Pareil, pour faire de la collaboration en temps réel, c'est pas forcément évident. Même s'ils ont un outil web, la collaboration, elle est assez fastidieuse. Au niveau de la courbe d'apprentissage, c'est exactement la même chose. Donc là, pour le coup, prendre en main cet outil, si en fin de compte, on ne sait pas comment ça fonctionne, ça peut être assez contraignant. Puis encore un autre outil. Je vous rassure, il n'y en a que 3, je ne vais pas en lister, voilà, mais il y en a plusieurs. Glyphy, pareil, même procédé, ça permet de designer des choses. C'est très très populaire pour ceux qui par exemple ont l'habitude d'utiliser la suite Atlassian, donc Jira, Confluent et ainsi de suite. Bon outil pour ça. Pareil, inconvénient, là c'est le coût, courbe d'apprentissage, beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de retours comme quoi que la performance elle n'est pas tip top. Donc par rapport à ça, en fin de compte, on a différents outils qui permettent de modéliser les infrastructures, de modéliser les processus, votre chaîne par exemple CICD ou autre. Et nous, en fait, on utilisait ces outils-là au quotidien. On se disait, bon, c'est bien, mais c'est pas efficient. Ou c'est bien, ça ne va pas. Les retours que vous avez, ce sont des retours parce que nous avons utilisé ces outils-là. Et on a vu qu'ils avaient une certaine limite. Donc nous, on s'est dit, si on créait notre propre outil. L'outil qui nous permettrait justement de faire du diagramming, de faire des points de contrôle, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a fait. On a créé Exoe, qui va permettre de faire des estimations de coûts en temps réel. Donc on va dessiner le service d'hébergement, et ça va estimer le coût. On n'a pas besoin de passer par une calculatrice. C'est plus facile. Ça va permettre aussi de faire de l'automatisation de paramétrage, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un composant qui nécessite un autre composant pour être déployé, ça va me le notifier ou me l'indiquer visuellement. Ça va m'éviter en fait de faire un aller et un retour avec mes fichiers de configuration en disant « mais mince, pourquoi ça ne marche pas ?» Ça va me faire, en fin de compte, gagner du temps. Nous, c'est une seule interface, donc ça permet de piloter l'hébergement. Et on a intégré un système de déploiement en un clic. Donc une fois que le diagramme il a été analysé, que tout est OK, on clique, puis ça se déploie. Voilà, en espérant que derrière on ne déploie pas n'importe quoi, mais ça se déploie. Alors, on s'est dit, et si on allait un petit peu plus loin, c'est ce qu'on a fait. On a rajouté un système d'estimation carbone. Donc aujourd'hui, avec l'analyse des coûts, les indicateurs que les fournisseurs cloud nous donnent, la consommation énergétique, plus toutes les règles et les prérogatives fournies par l'ADEME, on a créé un estimateur carbone sur les ressources cloud. Ce qui permet du coup, lorsqu'on positionne une VM, d'avoir une estimation sur des fournisseurs qui n'en fournissent pas. Et ne pensez pas qu'AWS est une forêt, même s'ils disent qu'ils sont à impact neutre. Il faut savoir que par exemple, derrière la consommation électrique qu'ils ont, elle est d'origine minérale, elle vient du gaz, elle vient du charbon. Donc du coup, c'est pas neutre. On s'est dit, si on poussait un peu les éléments plus loin en termes de sécurité, parce que là, ça devenait être un petit peu... c'est essentiel, on est dans l'ère où la sécurité, c'est pas une option, il faut que ce soit inclus lorsqu'on crée des architectures, parce que c'est la base. Sur les architectures vont reposer des services qui, eux, vont consommer et gérer de la donnée, et donc il est important de les protéger. Donc, on a intégré des outils d'analyse de sécurité pour les bonnes pratiques, mais aussi côté code, pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas des petites brèches qui passent sans qu'on avertisse les utilisateurs. On peut suivre les dépenses, les étapes d'avancement, et on a une interface qui est conçue pour la collaboration. C'est-à-dire qu'on peut être plusieurs à créer, à travailler sur le même schéma, et on centralise le tout. Du coup, il arrive à un stade important. Voilà, on a la démo. Oui, c'est nécessaire quand même. Donc, je vais vous présenter deux outils. Voilà, deux outils. L'outil principal qui a été développé par... un des outils principaux qui a été développé par
AWS, une première brique qui s'appelle AWS Diagram as Code, qui vous permet à partir de fichiers CloudFormation, pour ceux qui utilisent ça, de créer en fait des diagrammes et d'avoir une représentation à des fins de documentation. Donc cet outil, il est accessible depuis GitHub, il est open source, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il tourne en Golang, pour ceux qui sont intéressés par ça. Donc vous pouvez tout à fait le retrouver. Alors comment il se manifeste? Je vais ouvrir ma console, mon petit IDE. Vous allez avoir en fait un fichier d'instruction format YAML. Bah oui, on ne va pas arrêter d'utiliser du YAML pour autant. On va continuer d'en utiliser, mais de façon plus réfléchie. Ce fichier, il est bordé par des définitions propres à AWS. Bah, aujourd'hui, comment je représente par exemple une box avec un composant au milieu? Bah, ça va nous expliquer comment c'est représenté, comment est-ce qu'on peut créer des liens, des interactions, des groupes, et ainsi de suite. Donc, du coup, on va pouvoir aussi définir les liens et les relations entre chaque ressource à partir de ça. Voilà, pour donner cet aperçu-là. Donc là, par exemple, on a un schéma qui est déjà préfait, prédéfini, qui va permettre de représenter des ressources qui sont tournant sous un VPC. Un schéma complet avec 2 VPC, avec des EC2, si je ne me trompe pas. Enfin, des EC2. Donc comment ça marche? C'est une ligne de commande que j'ai buildée en Go. Voilà, j'ai fait un Go build. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais vous pouvez vous-même le faire et puis l'éditer et le changer. Donc, tac, voilà. Donc je vais exécuter ce script-là. Et là, tout de suite, à partir de ce script YAML que vous avez, on va retrouver une petite image, tac, qui a été générée et qui a été interprétée. Petite image qui va pouvoir servir de base en termes de documentation, qu'on va pouvoir faire versionner. Alors là, c'est bien, on se dit, oui, mais il y a encore une surcouche. Je suis obligé d'utiliser du YAML encore avec une nouvelle documentation, encore, pour pouvoir représenter des services chez AWS. Et AWS s'est dit, bah, effectivement, pourquoi ne pas plutôt partir directement sur un format que eux maîtrisent très bien, qui est le CloudFormation. C'est un peu leur Terraform, mais internalisé. C'est exactement le même principe, sauf que c'est exploitable au format YAML. Donc ça, c'est un grand fichier, enfin grand, façon de parler, il a quand même 426 lignes. Voilà, ça prendrait un certain laps de temps de tout comprendre et comment ça fonctionne. Eh bien, en fait, il est possible, alors c'est en état un peu bêta sur certains aspects, d'exécuter la commande suivante, qui va permettre, donc le AWS DAC, c'est parce que j'ai créé la commande DAC en faisant un go build du main.go qui se situe dans CMD, et je l'ai appelé comme ça. Je prends le fichier CloudFormation YAML, je dis que c'est un CloudFormation template, et moi ce que je veux c'est le DAC file, qui va me permettre du coup de retranscrire en un fichier d'instruction. Puis sur Entrée, et pareil, en fait là cette fois-ci il va m'écrire le petit fichier YAML, il m'avertit, attention, il y a des composants que pour l'instant je ne connais pas, parce que tout n'est pas encore implémenté. Ça fait 1 mois que cet outil a été développé par AWS et est sorti dans leur dépôt. Par contre, on a quand même un début de représentation qui est généré. Donc tout n'est pas en fait représenté, parce qu'ils sont en train d'intégrer encore des composants, mais on est au début, en fin de compte, de cette approche-là. Donc si on devait se limiter à cette approche-là, on pourrait se dire, bon bah ok, c'est bien, j'ai seulement des images, j'ai une meilleure façon de faire de la documentation ou autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une interprétation en fait de fichiers. Ça, c'est vraiment l'élément qui est fort. On peut interpréter des lignes de code et générer des images. Ce qui est manquant, c'est qu'on ne peut pas avoir d'interactivité. Bon, là, on sait si oui ou non, dans notre schéma, moins celui-là, mais celui qu'on avait juste avant, si je peux le relancer. Tac. Voilà. Plus dans celui-là, on a une meilleure compréhension en fin de compte de comment est constitué le fichier d'instruction qui est à la base de cet élément-là. Donc on voit très bien par exemple qu'un utilisateur va passer par une gateway, donc c'est le point d'entrée principal, pour accéder dans un load balancer qui lui en fin de compte se positionne dans ce qu'on appelle un VPC. Je ne vais pas rentrer dans les verbiages techniques au niveau d'AWS, donc c'est pas qu'AWS mais de tous. Et derrière, on voit qu'il y a une répartition, en fin de compte, de charge entre 2 instances.
Donc ça, c'est beaucoup plus parlant qu'un fichier d'instruction. On comprend à quoi sert le fichier. Et ça, c'est la base. Donc nous, on s'est dit, bah, vu qu'on a cette base-là, eh ben, on va faire la même chose, mais côté interne à notre entreprise. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a développé Xoe, comme vous pouvez voir ici. Là, je fais tourner en local parce que j'ai un accès Internet qui n'est pas super, donc je vais démarrer localement. Mais c'est déjà en ligne, si vous voulez aller sur le site, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Donc là, j'ai un projet sur lequel j'ai une estimation de coût de mon projet et des estimations en fait CO2. Par projet, je vais avoir ce qu'on appelle un blueprint, c'est un canevas, c'est là où je vais dessiner. Et je vais avoir la possibilité, par projet, par environnement, de détecter quel est son état, est-ce que c'est déployé ou pas. Est-ce que derrière, en fin de compte, je vais avoir un coût qui va être élevé ou pas, on est en coût hors taxe par heure. Et derrière, quel est l'impact potentiel carbone que ça peut avoir. Alors, si c'était que ça serait bien. Mais nous, on a été un peu plus loin. On a été dans le workflow CI/CD. Donc, on s'est dit, mais c'est bien de faire des blueprints. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, hop là, la première image. Voilà. Donc, on s'est dit, et si on appliquait ce même principe-là aussi à d'autres formats, des fichiers YAML, je reviendrai après côté infrastructure pour vous montrer. Mais on s'est dit, bah, on va commencer par faire l'intégration de fichiers GitHub Action. Parce que dans plein de cas d'usage, les fichiers GitHub Action qu'on gérait faisaient plusieurs dizaines, centaines de lignes. Et au bout d'un certain laps de temps, on perd le fil, on ne comprend plus. Donc, on a créé un outil qui reprend exactement le contenu d'un fichier GitHub Action. Donc, ça permet en fin de compte, via un système de formulaire, de créer les jobs et les différentes étapes. Donc là, je l'ai préfet, mais voilà. Je vais pouvoir éditer et les jobs et les étapes et créer en fait tous les éléments qui sont dedans. En l'état, ça nécessite quand même d'avoir une certaine compréhension de comment on construit ce genre de fichier-là, mais on a sa représentation visuelle. Au-delà de ça, on a aussi la possibilité du coup de l'éditer, parce qu'on s'est dit pourquoi pas mettre en place un petit éditeur, donc c'est bien. Comme ça, on peut aussi éditer et voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, si c'était que ça serait bien. Mais on s'est dit, mais ok, mais moi, mon fichier, en fin de compte, j'ai besoin aussi de le pousser dans un dépôt parce que je veux le partager, je veux qu'il soit utilisé. C'est ce qu'on a fait. On peut aujourd'hui pousser l'entièreté du schéma et le fichier que je vous ai présenté. Donc on peut le downloader localement, mais on peut aussi le pousser. Donc là, je vais sélectionner un commit. Voilà, vous voyez, je suis très inspiré. Voilà, test GPU. Je vais lui dire, tu me mets aussi l'image dans le commit. Je valide. Je croise les doigts parce qu'il y a toujours des fois des effets démo, mais normalement ça va fonctionner. On va avoir un petit message comme quoi que c'est fait. À côté, auparavant, j'ai créé un dépôt qui s'appelle Polycloud, qui lui, en fait, va permettre de centraliser, recevoir en fait les demandes. Et bon, ça me paraît un peu long, mais j'espère que ça va passer. Et en fait, sur ce dépôt-là, j'ai les éléments qui sont initiaux, c'est un dépôt privé. Donc là, j'ai des effets démo, je suis désolé. Ça prend du temps. Donc je suis connecté en 4G derrière. Ah, c'est bon. Tac. Donc là, j'actualise. Et ça devrait afficher. Voilà. Donc ça affiche mon fichier YAML qui est ici, que vous avez vu juste auparavant. Et l'image aussi qui a été poussée. Donc ce qu'on est en train d'intégrer, on est en train de connecter à un outil qui vise à faire de l'autodocumentation. Donc qui va lire le fichier et qui va lire le contenu de l'image et qui va écrire au format Markdown la documentation. On a intégré pour l'instant GitHub Action parce que c'est vraiment notre cas d'usage. On prévoit d'intégrer autre chose que GitHub Action. Et derrière, en fait, comme on est en train d'interconnecter justement des systèmes intelligents qui visent à simplifier un petit peu la tâche de suivi de documentation, eh bien, ça va permettre en fin de compte d'avoir une base qui va être continuellement générée, continuellement suivie. Et côté infrastructure, en fait, on a fait un peu la même chose. Donc voilà, c'est ce que je ne vous ai pas encore montré, mais que je vous montre. Donc aujourd'hui, on est capable de modéliser une infrastructure. Donc là, le cas d'usage, c'est chez Scalway, quitte à rester français, autant quand même présenter un acteur français. Scalway, on est aussi en mode multi-cloud. Là, on a par exemple un nœud Kubernetes qui est chez OVH, ici, voilà.
Donc là, je vais pouvoir avoir le coût. Dans certains cas, il n'y a pas d'estimation carbone parce que y a certains composants, on ne nous a pas donné l'information. Et dans d'autres cas, on l'a généré parce que du coup, on avait les informations adéquates. On va pouvoir connaître les dépendances. Donc là, par exemple, ça nous dit si j'ai envie de déployer ça, potentiellement, il faudrait que j'interconnecte à toutes ces instances-là. Et derrière, je vais pouvoir du coup savoir en fait comment le déployer. Je vais pouvoir configurer via un simple petit formulaire, on va prendre plutôt ça, voilà, l'entièreté des éléments que j'ai besoin, donc qui vont servir justement à la phase de déploiement. Donc tout ce qui est nécessaire. On est directement interconnecté nativement sur les API du fournisseur cloud. C'est beaucoup plus simple que de passer par un fichier d'instruction intermédiaire comme Terraform. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on couvre plus de produits dans le catalogue en faisant ça qu'en passant par exemple par Terraform. Meilleur exemple, vous comparez les produits Terraform chez AWS et ceux que vous avez en accès via par exemple CloudFormation ou le SDK, AWS naturellement a déjà plus de produits que ceux dans Terraform dans leur provider natif. C'est même écrit dans la doc. Donc voilà, donc on va pouvoir faire ces interactions. On a un système de versionning, donc on va pouvoir en fait revenir en arrière si derrière il y a eu des actions qu'on ne voulait pas faire. Bon là pour l'instant c'est moi qui ai intervenu parce que j'ai monté le schéma tout seul pour vous. Mais voilà, donc on va pouvoir interagir directement en passant sur des actions antérieures. On va pouvoir vider le fichier, on va pouvoir aussi du coup récupérer l'image et aussi on va pouvoir aussi le déployer. Donc là en fait j'ai le listing de toutes les instances que je vais déployer. Je peux déployer par cloud provider, ce qui me permet en fait du coup de dire voilà mon schéma est en cours de création. Je peux annoter dessus pour dire ça par exemple c'est la prod, ça c'est pas la prod et ainsi de suite, ou ça c'est juste un environnement d'essai. Donc on va pouvoir en fait choisir quoi déployer, on peut le faire à la main de façon unitaire ou globalement. Et puis derrière, alors pour ça nécessite un compte directement chez le fournisseur cloud. Il faut que vous ayez souscrit chez le fournisseur cloud avec votre propre compte perso et on vous demande de le renseigner lors de la phase de déploiement pour que derrière en fait on se charge du déploiement. Et puis derrière, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est capable, dans le cadre où par exemple on interconnecte des dépôts GitHub, là j'ai effacé volontairement le dépôt, le nom du dépôt, mais généré aussi les analyses de sécurité. Et pareil, on a travaillé sur un moteur d'autoremédiation qui permet aujourd'hui de proposer une remédiation sur ce qui a été détecté pour que le développeur puisse valider ou pas si on peut patcher la sécurité avec cette remédiation. Donc là, je ne vous le montrerai pas parce que du coup, c'est un système qui est non filtré aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, pour cette quantité-là d'analyse, on a plus de 1000 propositions et donc humainement parlant, c'est pas super bien gérable. Donc on est en train de l'affiner à ce niveau-là. Mais concrètement, ça permet en fait de notifier et de faire le suivi. Donc aujourd'hui, on a la capacité de fournir un outil qui répond à l'attente de transformer des schémas en code. Donc on peut le faire. Et on a la possibilité d'avoir du suivi, de la collaboration et de la gestion documentaire. Donc ça, c'est un point très important. Je pense que alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de présenter? Voilà, il y en a plusieurs. Ouais, au premier rang, ça évitera de... Ouais, déjà, merci pour ton talk. Merci. Et j'aurais eu des questions. Donc, tu as parlé de pouvoir exporter les configurations de Terraform que tu as citées et aussi la possibilité de déployer sur des cloud providers. Oui. Alors, moi, donc, la question, la première vue, comment la configuration l'a fait? Donc, si nous, on ne renseigne pas le Terraform directement dans ton diagramme as code. Et ma deuxième question là-dedans, ça serait, et au niveau du cloud privé, est-ce que moi, chez moi, je peux m'amuser avec tout cela? C'est une bonne question. On travaille justement sur la possibilité d'avoir un module de Bring Your Own Cloud, c'est en fait de connecter son propre cloud.
Donc voilà, c'est tout à fait possible. On travaille aussi sur une solution on-premise de cette solution-là, donc qui permet aussi à terme à plutôt des industriels d'internaliser notre outil. Et pour la partie saisie, il y a le côté formulaire d'abord qui permet justement de faire la saisie. Et côté code que je n'ai pas montré, on fait en fait une analyse. Si par exemple c'est un fichier Terraform ou fichier, donc dans le cadre de Scaleway, il n'y a pas de CloudFormation, ils ont que le format Terraform. Quand tu le pousses, en fait, on va l'analyser, regarder s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Mais en amont, dans la phase de construction du schéma, sans même qu'il y ait quoi que ce soit en termes de configuration, on va fournir les axes de recommandation. Lorsque, par exemple, quelqu'un met un élément réseau dans une mauvaise région, on va dire, bah voilà, ça ne va pas. Donc, il faut revoir la configuration. Donc, on met des points de contrôle et on ne déploie que si l'utilisateur a dit OK et seulement que des éléments qui sont stables et validés. Merci. C'est au fond. Bonjour, merci pour le talk. Concernant tout ce qui est un peu multi-cloud, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte aujourd'hui et du coup, en termes de changement de cloud provider ou même d'existence des deux cloud providers en même temps, donc multi-cloud, est-ce qu'il y a des choses dans ce sens-là? Oui, aujourd'hui, on travaille sur la possibilité depuis les comptes que vous pouvez avoir via des API Key, de remonter l'existant pour que derrière on remodélise les diagrammes et de faire de la comparaison sur un autre fournisseur cloud si vous voulez aller ailleurs. Et comme en fait nos diagrammes sont multi-cloud, vous pouvez connecter plein de fournisseurs que vous souhaitez. Donc quand je dis plein, c'est aujourd'hui on prend en charge AWS, Scaleway, OVH. On est en train d'intégrer Azure et Google dans ce sens-là. Parce que derrière on nous le demande aussi. Et en l'occurrence, notre objectif c'est de permettre de fournir le plus large périmètre possible en termes de besoins. Donc il est possible de remonter les informations, on est en train de travailler dans ça, et de pouvoir en fait fournir une comparaison chez un autre fournisseur pour pouvoir, à des fins de migration, vers un autre. Donc grosso modo, si j'ai un schéma sur un cloud provider, j'ai pas à jeter tout le schéma pour le passer sur un autre. Okay. Non. Nous, l'objectif, c'est justement, admettons que vous ayez un schéma qui est déjà existant, même que vous avez réalisé au format image, c'est de le mettre dans l'outil et de voir qu'est-ce qui pourrait être équivalent chez un autre fournisseur, que ce soit en termes de coût, d'impact carbone, ou même de configuration ou pas. Parce que vous avez des fournisseurs cloud qui n'ont pas le même degré de configuration, qui n'ont pas la même densité de catalogue, ou même les mêmes capacités. Donc ça, des fois, c'est très compliqué quand on veut migrer de l'un à l'autre. Et ça, on est en train de travailler dessus. Okay. Et au niveau des zones de déploiement, tout ça, il y a des choses dans ce sens aussi Oui, moi je ne l'ai pas montré dans l'outil, mais en fait on peut définir les zones de déploiement, les zones de région, les zones de disponibilité en fonction de ce que le fournisseur cloud a remonté. Donc, ce qui permet du coup de savoir si une ressource est disponible ou pas. Donc on peut la positionner, mais lors de la phase de déploiement, on va avoir le retour en disant attention, la ressource n'est pas disponible dans cette zone de disponibilité. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions ? Oui, bonjour, je voulais juste savoir, en termes de mise à jour des informations, vous faites ça de quelle façon? Est-ce que c'est viable de pouvoir récupérer des prix fixes chez Amazon ou chez d'autres? Et pour les informations sur le côté vert, le Green IT, est-ce que vous arrivez à mettre à jour assez fréquemment? Comment ça se passe? Je suis curieux de savoir. De la même manière que Terraform le fait, c'est-à-dire qu'on va directement s'interconnecter au niveau des documentations, au niveau aussi directement des points d'entrée, et on va récupérer les informations des fournisseurs. C'est ce que fait Terraform, hein, quand vous créez un provider ou un module, c'est exactement la même chose qu'ils font. Donc on a des gens qui sont dédiés à ça. Et pour la partie impact carbone, on a un procédé industriel qui nous permet de récupérer l'information aussi, parce qu'on a différents partenaires qui vont, en fonction de la région, en fonction aussi des PUE, en fonction des retours qu'on a interconnectés chez les fournisseurs cloud, qui vont nous permettre en fait de mettre à jour cet aspect-là. Et c'est pareil au niveau du coup du catalogue.
on a une interconnexion qui nous permet en fait de mettre à jour ça très régulièrement. Donc là, l'effort où nous, on a le plus besoin aujourd'hui d'intégrer, c'est de s'assurer que le produit nouvellement sortant apparaisse dans notre catalogue. Par contre, pour toute la partie estimation coût et estimation carbone, on a déjà les procédés d'interconnexion, on sait quelles sont les informations qu'on a besoin et où les trouver, parce que pour le coup, les fournisseurs cloud ont une obligation de communication sur ça. Donc comme ils sont tous dans cette mouvance-là, on a accès à l'information, sans que ce soit trop compliqué pour nous. Et voilà. D'autres questions ? Merci. Je vous remercie pour votre écoute.